je voudrais vous remercier pour la qualité de votre participation. Notre intervention ce matin va être portée sur les services que les coopératives rendent à leurs membres. Vous savez déjà, partant de la définition de la coopérative, c'est un ensemble de producteurs qui décident de se mettre ensemble pour leur bien-être. Ça peut être selon la culture, selon leur activité. Donc, du coup, le producteur devient le client au niveau de la société coopérative. Et donc, lorsque cette société coopérative veut rester durablement sur le marché, elle devrait offrir des services de qualité à ses membres. Donc, l'objectif de ce panel est comment identifier les services dont nos membres ont besoin, de sorte que, dans le cadre de la certification de leurs besoins, la coopérative puisse offrir ses services. Alors, au cours de cette activité, vous allez... on va voir quels sont les besoins des membres et l'évaluation de ces besoins-là. D'abord, il faut commencer à évaluer les besoins au niveau de la coopérative. Vous savez, les besoins peuvent être de divers ordres. Ça peut être des besoins d'ordre humain, il peut y avoir des besoins d'ordre financier, des besoins en termes de ressources humaines, des besoins en termes de ressources naturelles et aussi des besoins en termes de ressources sociales. Donc, quand on commence à faire l'évaluation des besoins des membres, cela nous amène à voir qui fait réellement l'évaluation du service. Parce que avant d'identifier le besoin de ces membres et de leur proposer non, je voulais... Vous pouvez faire passer la diapo là, s'il vous plaît. D'accord, c'est bien. C'est plus intéressant. Voilà. On va voilà, continuez. Ça, cette présentation est déjà finie. Et donc, comme je disais, ici, c'est l'introduction sur le contenu de l'activité principale de la coopérative. Ici, on constate que la coopérative a pour acteur majoritaire son client qui est le producteur. Et donc, du coup, lorsque cette coopérative-là veut être de façon plus durable et être en phase avec ses producteurs, elle devrait pouvoir mettre à sa disposition un certain nombre de services qui permettent aux membres de rester longtemps au niveau de la coopérative. La diapo. Donc ici, pour les services que nous allons proposer aux membres, il y a 3 chapitres ici que nous allons voir. Quels sont les besoins des membres? Quel service qu'on propose et puis qui va fournir le service. Donc, bien entendu, dans la partie, vous voyez que les membres d'une coopérative ne forment pas un groupe homogène. Chaque membre est unique. Les besoins en service des membres sont déterminés par le mode de vie et des stratégies d'existence. Donc, les agriculteurs disposent de ressources diverses, c'est-à-dire humains, financiers, physiques, naturels et sociaux. Donc, c'est différent. L'évaluation, quand on parle des ressources humaines, c'est est-ce que les membres, ils ont la connaissance, est-ce qu'ils ont l'expérience, est-ce qu'ils ont la compétence. Dans l'évaluation des ressources financières, vous avez, est-ce que les paysans ou les producteurs, vos membres, ils ont tous les mêmes moyens financiers pour pouvoir souscrire à des services. Dans la partie des ressources physiques, est-ce qu'ils ont la même taille des exploitations agricoles? Vous comprendrez que des producteurs ont des exploitations de 2 hectares, il y en a qui ont des exploitations de 5 hectares, donc ce n'est pas les mêmes ressources physiques qu'ils disposent. Les ressources naturelles, c'est bien entendu l'accès aux ressources naturelles qu'ils ont. Il y en a qui sont en bordure d'eau, il y en a qui sont en bordure de forêt, ce n'est pas les mêmes ressources. Donc il faut évaluer toutes ces ressources, y compris les ressources sociales dont ces producteurs-là disposent. Il y a des producteurs qui sont dans des organisations, des associations qui leur permettent d'avoir la main d'œuvre pour travailler. Donc, après avoir fait l'évaluation, on regarde ici, la première étape d'une évaluation des besoins est des membres en matière de services d'appui consiste à définir qui sera chargé de la dite analyse.
dans la plupart des cas, la coopérative peut elle-même mener l'analyse, mais en fonction de la taille et de ses missions, si elle n'a pas la connaissance, la compétence nécessaire en son sein, elle peut se doter qu'on appelle les services d'un consultant ou bien d'une structure externalisée. Donc, à partir de là, le directeur de la coopérative qui maîtrise bien ici les producteurs et les membres peut lui aussi participer à cette analyse d'identification, comme on appelle, des ressources. Maintenant, comme on appelle, les instruments qui sont à la disposition pour mener l'enquête, vous allez voir qu'il peut s'avérer les réunions, les discussions en groupe ouvert. Il y a tout ce qui est les entretiens avec les producteurs eux-mêmes qui leur permet d'exprimer leurs propres besoins. La partie D du thème, c'est quel service il faut proposer. Quand on finit de faire le point sur les besoins des membres, tout en regardant les différentes ressources dont ils ont besoin, ici, il est question de savoir quels sont les services qu'on propose aux membres. Donc, une fois les besoins des membres identifiés, la coopérative doit déterminer quel service elle souhaite proposer à ses membres. Du coup, ici, la coopérative est, comment on appelle, par rapport à la coopérative et à la demande actuelle sur le marché. Ces deux thèmes que nous proposons ici vont permettre d'amener un appui au niveau de la décision stratégique que la coopérative doit prendre en termes de gestion des services. Les différents services d'appui, quels que soient les services proposés, une coopérative doit toujours tenir compte du marché final auquel sont destinés les produits. Elle doit donc connaître les demandes sur le marché pour répondre à ces demandes en termes de qualité, de quantité et de délai. Les agriculteurs ont besoin de services d'appui. Ces services peuvent être répartis comme suit, c'est-à-dire les services de production, les services de marketing, les services de gestion commerciale et les services financiers et puis les services à valeur ajoutée. Donc, ici, quels sont, sur l'axe de la production, quels sont les services de production? Vous avez le service de production désigne l'ensemble des services destinés à aider les agriculteurs à produire le plus efficacement et à accroître la quantité et la qualité de la production. Ils incluent la fourniture d'intrants, c'est-à-dire les engrais, les pesticides, les graines, les forages notamment, la recherche et le service consultatif orienté sur la production. Les services de mécanisation, les services de vétérinaires tels que le conseil au sujet des techniques de production et de la gestion des stocks. Il y a les services marketing. Les services marketing se rapportent aux services destinés à aider les producteurs à améliorer leur accès au marché. Ils incluent la fourniture d'informations relatives au marché, la facilitation de la négociation contractuelle, la promotion des produits via la stratégie de marque, l'organisation ou la participation à des salons commerciaux ou encore la consultation au sujet stratégique marketing et la certification. Les services de gestion commerciale. Les services de gestion commerciale font référence aux services proposés par les coopératives à leurs membres dans le but d'améliorer leurs compétences managériales et entrepreneuriales. Par exemple, l'aide à la formation dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'affaires ou bien de la comptabilité. Les services financiers, c'est les services qui sont l'ensemble des services tels que l'épargne, le crédit, l'assurance, les fonds d'investissement, l'aide à la subvention, les garanties de vente. Les services à valeur ajoutée sont aussi les services qui ajoutent de la valeur ajoutée aux produits à l'issue de la récolte, mais avant le stade de la commercialisation. Vous avez les services à valeur ajoutée. Donc, tout ce qui est services à valeur ajoutée, ce sont les services qui ajoutent de la valeur aux produits à l'issue de la récolte. Mais avant le stade de la commercialisation, ces services incluent l'entreposage, le transport, la transformation, le tri, le calibrage et le conditionnement. Et puis, bien entendu, l'étiquetage. À partir de l'évaluation des services, ici, on cherche à comprendre qui va fournir le service.
aux producteurs. Au terme donc de l'investigation poussée, la coopérative saura quel service elle souhaite fournir à ses membres. Quelles questions se posent dans ce cadre de la recherche des prestataires? Ce troisième thème que nous vous proposons ici porte sur la sélection des prestataires. Il traite des aspects à considérer afin de définir si la coopérative fournit elle-même le service ou si elle opte pour l'externalisation ou on encourage les producteurs à rechercher des prestataires indépendants sur le marché. Sont également présentés des critères destinés à orienter la coopérative afin de sélectionner le bon prestataire. Si la coopérative décide de livrer une partie de ses services elle-même, il est important également d'étudier comment ces services peuvent être assurés. Donc, il existe plusieurs méthodes d'analyse du marché des services. On peut citer par exemple l'outil de vision d'ensemble du marché. Cet outil permet une compréhension rapide du marché en faisant appel à des ressources secondaires et comme on appelle, des prestataires de services externalisés. En fonction des services retenus, les opportunités et les contraintes communes pour les membres sont analysées. Une liste est dressée de tous les prestataires de services en écoutant les expériences des membres, en établissant qu'on appelle des réseaux par l'intermédiaire des membres et en interrogeant également les responsables, entreprises et non membres. Certains prestataires sont ensuite interrogés en vue de déterminer s'ils répondent réellement aux besoins des membres. Lorsque votre coopérative a identifié les services qu'elle souhaite fournir ou organiser pour ses membres, il convient d'identifier et de sélectionner un prestataire. Il est absolument essentiel de sélectionner le bon service d'appui et le bon prestataire pour assurer la délivrance des services de qualité aux membres de la coopérative. Deux questions potentielles peuvent être identifiées. Par exemple, ici, dans ce cadre, la coopérative elle-même, elle décide de fournir le service. La coopérative peut avoir la capacité de fournir un service elle-même. On peut citer à titre d'exemple un agriculteur qui a bénéficié d'une formation aux bonnes pratiques agricoles et qui est capable de retransmettre cette même formation aux autres. Pour évaluer la capacité d'une coopérative à fournir un service, l'analyse des forces, faiblesses et opportunités qu'on appelle l'analyse SWOT est souvent utilisée. Maintenant, ici, vous avez les prestataires services externes. Par exemple, la coopérative n'a pas la possibilité de fournir un service à ses membres et puis elle fait appel en ce moment-là à un prestataire externe pour venir livrer le service. Donc, un prestataire de services externes est une organisation, une entreprise ou une personne spécialisée dans un service, par exemple, une banque qui peut proposer des crédits, un collège coopératif au collège des coopératives, proposer de la formation à la gestion coopérative, ou un fournisseur d'engrais qui propose également aux agriculteurs une formation liée à l'application de ces produits. Donc, ici, c'est quels critères appliquer pour la détermination du type de prestataire. Par exemple, vous finissez de choisir le prestataire. Quels sont les critères que vous utilisez maintenant pour le choix de votre prestataire externe? Donc ici, il y a la disponibilité du prestataire. Il ne faut pas prendre un prestataire qui n'est pas disponible. Donc, les services existent et si ces services existent, l'offre est-elle adéquate? Tous les services qui ne sont pas toujours disponibles, il faut les identifier. Les prestataires de services potentiels opèrent de préférence de manière participative. Il y a le caractère, comme on appelle, abordable des prestataires. Donc, quand vous finissez de regarder la partie de la disponibilité du prestataire, il faut regarder le caractère abordable. Les membres peuvent-ils supporter les coûts des services? Le prix est-il raisonnable? Et quelles sont les conditions de paiement? Le prestataire de services est-il disposé à fournir le service à crédit? Et quelles seraient les conditions dans ces contextes? La coopérative et ses membres comptent
comment on appelle, ces membres cantonnent toujours à un budget limité. Tous ces facteurs doivent être analysés. Bon, après là, vous avez l'accessibilité du prestataire. Les services sont-ils disponibles dans un lieu accessible et à un moment opportun? Par exemple, les saisons, les heures d'ouverture, les prestataires sont présents et intéressants. Est-ce que ces prestations sont présentes et intéressantes en termes de coût, qualité, délai de livraison? Voilà. Donc, au cours donc, de cette partie, vous avez pu constater que la, euh, la qualité des services qu'une coopérative offre à ses membres détermine la relation de cette coopérative-là avec ses membres. Donc, ces deux modules nous ont permis d'étudier le rôle de la coopérative en matière de prestation de services. La coopérative peut fournir un service elle-même, elle peut faciliter les services en contactant des prestataires externes spécialisés ou aider les producteurs individuels à tous les prestataires sur le marché. Les membres requièrent de multiples services et les coopératives ne sont pas en mesure de couvrir tous ces besoins. Donc, les gérants des coopératives doivent veiller à mutualiser, classer les besoins de leurs membres. Il y va de l'intérêt et de l'analyse statistique d'un besoin conforme à but que la coopérative soit viable. Je vous remercie. Merci, M. Soro. On peut l'acclamer, s'il vous plaît. Merci bien, M. Soro. Nous allons demander à M. Alexandre Roberta Lachance, qui est directeur de secours de vie, de faire sa présentation. Sa présentation se fera depuis l'extérieur, donc ce sera en ligne. Merci. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? On vous attend parfaitement. Excellent. Juste que je ne peux pas partager mon écran par contre. Je n'ai pas la possibilité. Quand j'appuie sur Share Screen, ça dit que la fonction n'est pas active. Vous pouvez y aller. C'est toujours le même problème. Sinon, je sais que vous avez accès à ma présentation. C'est peut-être possible de la présenter à l'écran directement. Oui. OK. Bon, juste à me dire quand la présentation sera à l'écran, puis Ok, moi, je parlerai monsieur en Alexandre, parallèle simplement. on va mettre à l'écran votre présentation d'ici peu. Donc, 2 minutes, on place votre présentation et vous allez intervenir directement. Merci. Excellent, merci beaucoup. En attendant, je peux peut-être souhaiter une très bonne année 2022 à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très, très apprécié. J'aurais aimé être avec vous en personne, mais je suis en mission au Libéria, comme ça fait partie de mon territoire, donc merci beaucoup d'accepter ma participation virtuelle. J'ai beaucoup apprécié la présentation juste avant, là, qui était assez technique quand même sur la mise en place, les différentes étapes pour la mise en place de produits et services. Pour ma part, ma présentation va peut-être davantage focuser sur les défis des coopératives pour répondre aux attentes des membres. Donc, dans un premier temps, là, comment les coopératives, à travers un commerce plus équitable, hein, parce que on peut dire que c'est intrinsèque à la coopérative, le commerce équitable, peut améliorer les conditions de vie des membres producteurs et productrices. Parce que une coopérative, ce n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen pour améliorer les conditions de vie des gens. Donc, on va voir de quelle manière les coopératives peuvent effectivement améliorer les conditions de vie des gens. Et je vais focuser sur quelques défis, notamment un des coopératives agricoles en Côte d'Ivoire. Je vais peut-être focuser sur le cacao parce que c'est là qu'est notre expérience. Donc voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que ma présentation est déjà à l'écran? D'ici peu. Vous pouvez maintenant partager votre écran, s'il vous plaît. Informations sur... Ah, OK.
Alors, pendant que nous attendons le partage de l'écran de M. Alexandre Bétail Lachance, sachez que, ok, ce je fais. Merci pour y aller. Excellent. Donc, j'ai intitulé ma présentation Les coopératives pour un commerce plus équitable afin d'améliorer les conditions de vie des membres, producteurs et productrices des coopératives, bien sûr. Donc, pour rappel, Alexandre Robitaille Lachance, je suis directeur pays de Socodévi pour la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Libéria. Donc, je ne suis pas le directeur général. Donc, quelques informations sur Socodévi rapidement avant de commencer. Donc, c'est une ONG qui a été fondée en 1985 par un réseau de coopératives canadiennes qui se sont dit, ben nous, au Canada, on a une expertise en matière de coopérative, donc il faudrait la partager avec d'autres pays. Donc, on est spécialisé dans l'appui aux coopératives pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, comme je le disais en introduction, un moyen et non une fin en soi. Donc, depuis 37 ans, on a appuyé environ 800 coopératives dans une quarantaine de pays, dont plusieurs dans la filière cacao, en Amérique latine, en Afrique de l'Ouest, notamment depuis les années 90. On est actif en Côte d'Ivoire depuis 1986. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est très, très important dans notre programmation. En 2021, quelques chiffres, là, on appuyait plus de 25 coopératives cacaoyères, plus de 25 000 familles ont été impactées. On a 4 projets de bailleurs de fonds différents d'une valeur totale de 10 millions de dollars. Donc, les bailleurs de fonds en question, il y en avait 2, là, que c'était le gouvernement canadien, un autre, c'était le gouvernement québécois et un autre, c'était le gouvernement américain. Vient s'ajouter à cela un nouveau projet cacao qu'on vient juste d'obtenir de 13 millions de dollars qui sont financés là, par le gouvernement canadien, qui va focuser sur les coopératives cacaoyères, comme c'est notre expertise. On a environ 30 membres du personnel dans 5 bureaux à travers le pays. Juste un petit rappel, là, je sais qu'on l'a vu dans la présentation d'avant, mais la définition d'une coopérative, donc c'est une association autonome de personnes qui sont volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs à travers une entreprise détenue collectivement et contrôlée démocratiquement. Donc ça, c'est bien beau comme définition, mais concrètement, en Côte d'Ivoire, ce sont des producteurs et des productrices qui se mettent ensemble, groupent leur production pour faciliter la vente et avoir un plus grand pouvoir de négociation vis-à-vis du marché, versus si ces personnes-là faisaient leur commerce de manière individuelle. Donc, ça permet d'être plus fort ensemble et de détenir son entreprise. Quelques valeurs coopératives, l'entraide, la responsabilité, démocratie, l'égalité, l'équité, la solidarité, l'honnêteté, l'ouverture, la responsabilité sociale et le souci d'autrui. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail là, des principes coopératifs, mais il y a l'adhésion volontaire et ouverte à tous. Tout le monde peut devenir membre d'une coopérative, si bien sûr c'est pertinent pour cette personne-là. C'est une organisation qui est démocratique, donc un membre égale un vote. Une participation économique des membres. Les membres doivent payer une part sociale pour devenir membre d'une coopérative, doivent aussi utiliser des produits et services de la coopérative. On ne va pas oublier que la fonction première d'une coopérative, c'est d'offrir des produits et services à ses membres. Ensuite de ça, l'autonomie, l'indépendance, l'éducation, la formation, l'information des membres, la coopération entre les coopératives. Socodévi, d'ailleurs, c'est un exemple de coopération entre les coopératives parce qu'on est les représentants d'un réseau de coopératives canadiennes qui travaillent avec des coopératives à l'étranger. Donc, on incarne, je dirais, assez parfaitement le principe coopératif numéro 6 et aussi un engagement envers la communauté. C'est quoi le lien entre les coopératives et l'amélioration des conditions de vie des membres? Il y en a plusieurs. Selon l'Organisation internationale du travail, il est estimé que les moyens de subsistance de près de la moitié de la population mondiale sont assurés par des entreprises coopératives. Moi-même, quand j'ai vu cette statistique-là, j'étais surpris. Je pensais que c'était moins que ça, mais si l'OIT le dit, j'imagine que ça doit être vrai. C'est des organisations démocratiques qui sont détenues par les membres, qui ont le pouvoir de contrôler leur propre entreprise collective, donc le principe d'égalité, comme je le disais, un membre égale un vote. Il y a un respect du prix plancher, quand il y a un prix plancher, bien sûr, qui est fixé. Là, moi, j'ai beaucoup le cacao en tête. À travers le service de collecte-commercialisation, meilleur pouvoir de négociation vis-à-vis des acheteurs grâce au groupage de la production. On peut aussi acheter des intrants agricoles ensemble, donc il y a une diminution du prix unitaire, donc c'est un autre avantage économique de faire partie d'une coopérative.
C'est aussi une excellente plateforme de formation, de sensibilisation, d'échange pour les membres sur plein de sujets, hein, les bonnes pratiques agricoles, l'adaptation au changement climatique, dont l'agroforesterie, hein, qui est très à la mode dans la cacaoculture, la lutte contre le travail des enfants, l'égalité des genres, etc. C'est aussi un vecteur qui est reconnu pour les programmes de certification, notamment celles qui sont spécifiques au commerce équitable, comme Fair Trade, mais aussi celles liées à l'agroforesterie, par exemple, Rainforest Alliance, on pourrait penser, et le commerce équitable en soi. Hein. Les membres se font payer un bon prix pour leur production. À la fin de l'année, ils peuvent recevoir des ristournes. Là, c'est le principe d'équité qui est mis de l'avant ici, c'est-à-dire que plus un membre fait affaire avec sa coopérative durant l'année, si la coopérative fait un profit à la fin de l'année, elle peut reverser une partie de ses profits à ses membres. De quelle manière elle va faire ces ristournes-là? C'est au prorata de l'utilisation des produits et services par chaque membre. Donc, M. Kwame, qui a fait plus de transactions avec la coopérative que, disons, Mme Kwasi, ben, va recevoir une plus grande ristourne à la fin de l'année. Donc, ça, c'est un autre avantage comparatif de la coopérative. Encore faut-il appliquer ce principe. Il y a l'engagement envers la communauté aussi. Là, on voit souvent des constructions d'écoles, de cliniques de santé, la contribution aux funérailles qui sont faites directement par les coopératives auprès de leurs membres. Donc, il y a d'autres liens qui existent entre les coopératives et l'amélioration des conditions de vie des membres, mais je vais m'arrêter là pour le moment. On a un temps qui est limité quand même. Pour moi, là, je voulais vous parler du plus grand défi des coopératives en Côte d'Ivoire. C'est que, disons-le, là, beaucoup de coopératives sont en fait des entreprises privées qui sont déguisées pour toutes sortes de raisons, pour des raisons fiscales, pour des raisons d'approvisionnement. Donc, au sein des coopératives, il y a peu ou pas de démocratie. Les produits et services, c'est principalement la collecte et la commercialisation. Il y a des coopératives qui ont d'autres produits et services, c'est vrai, mais dans plus de coopératives, il pourrait y avoir plus de produits et services. Par exemple, les services de formation, les services de fourniture d'intrants. Il peut y avoir même de la transformation qui se fait, de la transformation agroalimentaire qui se fait directement au niveau de la coopérative pour l'ajout de valeur. Et ça, c'est les membres propriétaires qui en profitent. Souvent sans plus, hein, et les revenus vont dans les poches d'un seul ou de quelques individus au détriment de la collectivité. Donc, au final, je ne dis pas que c'est toutes les coopératives, mais il y a beaucoup de coopératives qui ne répondent pas à leur mission de fournir des produits et services aux membres pour améliorer leurs conditions. Donc, on est dans le concret. Je propose quelques solutions. Moi, je pense qu'il faut faire appliquer la loi coopérative de manière beaucoup plus rigoureuse par les autorités régulatrices, et je sais que c'est un processus qui est en cours. Faut sélectionner les vraies coopératives, les renforcer vraiment à fond, ou carrément en démarrer de nouvelles avec une approche bottom-up. Il faut que ça vienne de la base, l'initiative de former une coopérative et non du haut, parce que sinon on dirait toujours c'est la coopérative de telle organisation ou de telle instance gouvernementale. Hein. L'initiative d'une coop, ça doit venir de là. Il faut former les membres et les membres potentiels aux bienfaits individuels, mais aussi collectifs du modèle coopératif. Il faut mettre en place des structures de gouvernance démocratique inclusives, des produits et services qui répondent véritablement aux besoins des membres, des politiques de gestion transparentes pour assurer la rentabilité, mais aussi la pérennité de l'organisation. Et ensuite, il faut mettre à l'échelle les modèles au niveau national pour que vraiment toutes les coopératives soient de vraies coopératives et répondent à leur mission qui est de servir les intérêts des membres. Juste quelques mots sur ce qu'on fait, nous, sur Codévi, par rapport à ça. Nous, on a une approche qui s'appelle Perform Coop, qui est la méthodologie utilisée par Codévi pour faire du renforcement des capacités des coopératives. C'est basé sur nos plus de 35 années d'expérience à la matière. Là, je sais que plusieurs acteurs Côte d'Ivoire connaissent l'approche Perform Coop. En gros, c'est 82 thèmes de renforcement des capacités en 3 langues. Il y a également des outils de gestion, 32 outils de gestion. Excusez-moi, je me suis arrêté. J'ai un petit souci technique avec mes écouteurs. Donc, je disais, il y a 82 thèmes de renforcement des capacités en 3 langues, les compétences coop, 32 outils de gestion modèles qui sont adaptés aux entreprises coopératives, toute une approche d'appui conseil, de suivi, d'accompagnement. Et on a aussi une plateforme web, hein, qui est un outil en ligne qui s'appelle Perform Coop, qui nous permet de suivre l'évolution de la performance des coopératives qu'on a.
Très, très rapidement, il ne va pas me rester beaucoup de temps, là, peut-être même que j'ai dépassé mon temps, mais je voulais vous présenter un petit cas bien pratique de la coopérative FAO, qui est une coopérative cacaoyère d'Abengourou, qui est appuyée par Socodévi depuis 2018. Donc, avec eux, on a mis en œuvre l'approche Perform Coop au complet, un diagnostic initial de la coopérative, un plan de renforcement des capacités, des formations aux membres, au personnel et aux personnes élues de la coopérative, l'implantation d'outils de gestion pour que la coopérative soit plus professionnelle, plus transparente. On a mis en place aussi une structure de gouvernance démocratique qui est inclusive, de pair avec la coopérative, bien sûr, là, qui était très, très collaborative en ce sens. Des produits et services pour les membres, une pépinière d'encombrage d'une capacité de 50 000 plants par année pour la promotion de l'agroforesterie, la diversification agricole. On a mis en place des bonnes pratiques de gestion transparentes, notamment en comptabilité, pour avoir des vrais chiffres, avoir des vrais états financiers qui nous donnent une information exacte sur la situation actuelle de la coopérative. Aussi, on a octroyé un fonds de roulement pour l'achat de matières premières à la coop, qui lui permet d'être plus compétitive dans son milieu, de payer cash et rapidement la production aux membres. Chaque année, on fait l'évaluation de la performance coopérative à l'aide de notre système là, qui est basé sur 95 indicateurs. Et bon, quelques réalisations. Elle a été élue la meilleure coopérative cacaoyère de la région d'Abengourou par le CC en 2020, ce qui est très bien. Par contre, c'est une coopérative qui est appuyée dans le cadre d'un projet financé par Affaires mondiales Canada et la manière qu'on va voir vraiment si ça améliore les conditions de vie des gens, c'est en calculant deux indicateurs principalement, c'est l'indice de pauvreté multidimensionnelle et l'indice d'autonomisation des femmes. Donc, est-ce que les gens sont moins pauvres, est-ce que les femmes sont plus autonomes avec tous les bénéfices que cela peut apporter. Donc, voilà en quelques minutes quelques points là, sur les coopératives, les membres et l'approche de Socodévi. Merci infiniment, M. Alexandre Robitaille la chance. Merci pour cet exposé. Nous allons l'acclamer, s'il vous plaît. À sa suite, nous allons prendre le dernier intervenant. Il s'agit de M. Christophe Bochet, responsable équité ABSF. Son intervention sera faite également en ligne. Merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? On vous entend. Ok, j'essaie de partager mon écran, mais l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Donc j'imagine que vous allez mettre ma présentation de par vous-même. Patientez quelques minutes. La technique va essayer de faire le partage de l'écran. Ok. En attendant, donc je me présente, je suis Christophe Bochet, le responsable d'AVSF en Côte d'Ivoire et le responsable AVSF du programme Équité. Comme l'a évoqué Manon de Commerce Équitable France dans sa présentation introductive, le programme Équité est mis en œuvre en consortium, par un consortium composé d'AVSF et de Commerce Équitable France, et AVSF supervise plus particulièrement les activités de terrain. Voilà. Par rapport aux deux présentations qui ont été faites précédemment, ça m'évitera de dire certaines choses qui ont déjà été dites. Je crois que je vais rebondir sur la deuxième présentation, puisqu'on a des préoccupations un peu similaires, pas seulement sur comment faire pour procurer les services qui répondent aux besoins des producteurs, mais quelles capacités les OP doivent posséder pour pouvoir mettre en place des services qui répondent aux besoins des producteurs et qui sont pérennes et s'inscrivent dans le contexte des filières, notamment la filière cacao. Donc vous verrez que je vais m'appuyer un peu sur l'exemple de la filière cacao, qui, comme ça a été dit depuis le début de la matinée, est une filière, sinon la filière stratégique agricole de Côte d'Ivoire. Alors, pardon, je voulais juste préciser, je n'ai pas dit que si je ne suis pas en présentiel, c'est que je suis cas contact, c'est pas une question d'agenda. Et c'est pareil pour l'ensemble de l'équipe technique d'AVSF. Donc on est 4 personnes là,
On a bien fait tous nos tests ce matin, donc j'espère qu'on pourra venir demain pour participer aux journées. Ça nous tenait beaucoup à cœur, et puis voilà, on a rencontré quelqu'un qui était venu. Nous sommes toujours dans l'attente du partage. Ouais, sinon, moi je peux. Si vous me redonnez l'autorisation, je pense qu'il n'y a pas de problème. La technique. Il nous demande de patienter 1 minute. Ok. Si vous avez des choses à dire avant que le partage de l'écran ne se fasse. Je vais entamer un peu sur la présentation sans support, mais l'idée de cette présentation, c'est de montrer. Alors, monsieur Christophe, on me fait dire que vous pouvez partager l'écran. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. Vous pouvez commencer. Ok. Donc, la présentation, en lien avec les deux précédentes, c'est de montrer en quoi le commerce équitable est un outil de structuration des coopératives, considérant que les coopératives qui ne sont pas structurées, et ça a été évoqué dans la deuxième présentation, ne peuvent pas véritablement donner de réponse aux besoins de leurs membres. Et pour cela, je vais m'appuyer un peu sur l'exemple de la filière cacao ivoirienne, rapidement sur le contexte de cette filière, qui a été largement évoqué depuis le début de la matinée. On a deux enjeux majeurs, un enjeu économique qui repose sur le fait que les petits producteurs sont les acteurs de la filière qui subissent le plus la volatilité des prix, et qui ont donc des revenus relativement instables et souvent faibles. Comme ça a été déjà dit, un certain nombre de producteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et puis un enjeu environnemental qui a été aussi largement évoqué précédemment, donc je vais passer un peu vite, mais qui est lié à la dégradation de facteurs de production, notamment la fertilité des sols, les processus de déforestation liés au système de culture mis en œuvre. Donc pour dire que on va revenir sur les besoins des producteurs, mais de notre point de vue, du point de vue de la BSF, les enjeux de la filière sont étroitement liés aux besoins des producteurs, et ça se voit par rapport aux besoins que formulent les producteurs au niveau du programme équipé. Pour répondre à ces enjeux, de notre point de vue, l'organisation de producteurs, l'entité organisation de producteurs est incontournable. On ne pourra pas résoudre ces enjeux si on ne renforce pas, si on ne travaille pas avec les organisations de producteurs. C'est une conviction qui est essentielle au niveau de la BSF et qui sous-tend le contenu de tous nos projets qu'on met en œuvre sur tous les continents de la planète. Pourquoi on considère que l'UE est incontournable? Parce qu'elle permet d'assurer un certain nombre de fonctions que pratiquement aucun acteur ne peut apporter auprès des producteurs, notamment une plus grande maîtrise des facteurs de production, on peut citer les structures de stockage qu'on peut acheter quand on est plusieurs, enfin un certain nombre, impossible à acquérir quand on est un producteur individuel. Des équipements de traitement post-récolte, je pense à la fermentation, au séchage, au calibrage et conditionnement, des choses comme ça. Ça permet de collecter bien évidemment des volumes plus importants et de réaliser du coup des économies d'échelle et donc de capter une plus grande valeur ajoutée. Autre point, non négligeable, ça permet d'avoir plus de poids dans la négociation des prix. On a plus de poids quand on présente des centaines voire des milliers de producteurs que quand on se présente seul face à un acheteur. Donc, ça permet également de maîtriser et de conduire un ensemble d'actions qui contribuent à l'amélioration de la qualité, à la valorisation des productions sur la filière cacao.
on voit en Côte d'Ivoire que ça commence à prendre de l'ampleur depuis 2-3 ans. Quelque chose d'important, c'est que ça permet en se professionnalisant, les organisations et les coopératives accèdent à des services stratégiques très difficiles pour les producteurs individuels d'y accéder, comme celui du crédit, notamment du crédit de campagne, qui, comme vous le savez, est un crédit essentiel si les coopératives veulent réussir leur collecte. Donc ça, c'est toutes les fonctions, alors je n'ai pas tout cité, j'ai cité celles qui me paraissaient essentielles, toutes les fonctions liées qui sont liées aux aspects économiques. Sur le plan environnemental, le fait que les producteurs se regroupent au sein de coopératives, ça permet une meilleure valorisation économique, mais je vais revenir sur l'aspect environnemental, des produits et une réduction des coûts de production des agricultures paysannes par l'adoption de techniques agroécologiques, notamment, sachant que l'agroécologie, le grand principe, c'est de valoriser le potentiel intrinsèque des écosystèmes, valoriser l'existant pour fabriquer par exemple des fertilisants organiques comme le compost, le bocage, accéder à du matériel végétal par la mise en place de pépinières, accéder à des semences. Et donc, ça contribue à atteindre l'enjeu environnemental. Bien évidemment, c'est pas suffisant, mais ça y contribue. Petit retour en arrière sur où on en est par rapport à la mise en place de services agricoles répondant aux besoins des membres. Rapidement, en 1966, il y a eu une première loi qui a été fixée avec pour ambition de faire des coopératives de véritables entreprises. Et pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, déjà, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui véritablement se sont inscrites dans cette logique. Ça a plutôt été des logiques pour utiliser les coopératives comme des tremplins sociaux pour des individus ou des poignées. Ça a été de se regrouper dans des cadres formels, donc d'être plus visible. Ça a été aussi une logique de captation de fonds auprès des partenaires financiers et enfin la concrétisation de partenariats entre producteurs et négociants, hommes d'affaires sur la collecte de capital. Donc sur cette période-là, les valeurs du mouvement coopératif qui ont été bien décrits précédemment ont été reléguées au second plan. Et puis après rapidement aussi avec la mise en place de l'acte uniforme OHADA, un cadre relatif au droit des sociétés dans le cadre de l'OHADA. Ce qui est constaté, alors c'est en faisant une revue biblio, puis aussi étant présent depuis 2016 en Côte d'Ivoire et travaillant avec un certain nombre de coopératives de cacaoculteurs, ce qu'on peut dire, c'est que sur les 4100 et quelques coopératives recensées en 2016, le constat, c'est qu'on a encore une base associative relativement fragile et surtout qu'il n'y a pas d'objectif, généralement pas d'objectif partagé par les membres avec des activités qui souvent sont limitées à des opérations de collecte et de revente de leur production agricole. Toutefois, ce qui est souligné par certains et ce qu'on a constaté, c'est que quand même, pour les coopératives les plus anciennes, les plus expérimentées, on va dire, on voit vraiment qu'il y a de plus en plus de processus. Monsieur Christophe, vous pouvez aller un peu plus vite, s'il vous plaît. Oui, je vais aller très vite. Merci. Autour de projets d'infrastructures de services sociaux. Et puis, depuis 2-3 ans, quand même, la mise en place de services agricoles gérés en propre par les organisations de producteurs. Donc, du coup, l'enjeu de la professionnalisation pour répondre aux besoins des membres, il est essentiel. Et pour nous, il tourne autour de 4 domaines de compétences, que sont la dimension organisationnelle, la dimension productive, la dimension entrepreneuriale et la dimension sociopolitique.
quelles sont les capacités qui correspondent à ces domaines de compétences, très rapidement. Rassurez-vous, il me reste 5 diapositives. Pour la dimension organisationnelle, ça correspond à une gestion démocratique, transparente et participative de l'organisation, ce qu'on n'a pas toujours. Et ce qui est essentiel, c'est que les coopératives puissent avoir un projet organisationnel collectif, puissent avoir des organes de partage avec les membres. Une capacité essentielle, c'est la capacité de planification des activités pour fixer des étapes et en relation avec des résultats attendus. Et également pour recenser les besoins des membres, mais il faut un circuit de communication de la base au sommet et du sommet à la base si on veut mettre en place des services qui répondent à ces besoins. Sur l'aspect productif, donc c'est la maîtrise en termes de capacité, ça correspond à la maîtrise par les membres des systèmes techniques de production agroécologique. Je n'y reviens pas, je les ai évoqués précédemment. Une offre aux membres de services d'appui à la diversification productive via l'accès au crédit, via l'accès au matériel végétal, via l'accès au petit matériel, à l'équipement, par exemple, l'équipement de transformation ou de post-récolte. Quelque chose d'important, c'est la maîtrise et le respect des standards de qualité de produits, notamment des clients potentiels ou des clients existants, et puis également la maîtrise des normes et des mécanismes de certification. Une chose essentielle, si on veut voir si une coopérative vraiment assure bien un service dimension productive au niveau de ses membres, c'est la capacité à gérer une collecte efficacement. Je suis bloqué, je suis désolé, pardon. Donc, en termes de capacité entrepreneuriale, c'est bien évidemment une gestion collective d'un projet commercial qui s'appuie sur la connaissance des filières, qui s'appuie sur la connaissance de la demande de clients potentiels ou existants. Et cela implique aussi des outils, la maîtrise de gestion commerciale. J'insiste sur la structure de coûts. C'est pas possible qu'une coopérative puisse mener un projet commercial si elle ne connaît pas ce que le prix revient de ses produits, si elle ne peut pas estimer la marge qu'elle dégage et le prix de revient de ses produits. Et en parallèle à ça, ça veut dire, même si c'est des comptes d'exploitation simplifiés, il est très important que les coopératives puissent les faire pour avoir vraiment une lisibilité sur la rentabilité de leurs actifs. Et une chose bien évidemment essentielle, c'est l'établissement et le renforcement des relations avec les acheteurs. Et pour finir, je passe très vite sur la compétence de plaidoyer. Au niveau de la coopérative, elle est limitée. Elle est plutôt menée par des fêtières nationales et par des réseaux tels que le réseau ivoirien de commerce équitable, qui à l'heure actuelle fait beaucoup de plaidoyer, qui participe à beaucoup de concertations sur le cacao durable, que ce soit la norme régionale africaine, que ce soit les due diligence au niveau de l'Union européenne, les initiatives cacao durable dans différents pays d'Europe. Et donc, la capacité de plaidoyer, pour les coopératives, c'est adhérer à ces réseaux nationaux, tels que le RIS, pour que leurs revendications et leurs besoins remontent et soient partagés avec les décideurs nationaux. Dernière diapositive, je vous rassure. Et bien, pour que, par rapport à toutes ces capacités indispensables à une coopérative pour être professionnelle et répondre aux besoins des membres, on a différents axes d'action. Ça peut être des investissements, ça peut être de l'appui conseil, ça peut être de la formation, mais on utilise aussi l'existant. Et pour nous, le commerce équitable, c'est un levier de renforcement vraiment essentiel pour les organisations de producteurs. Tous les labels ont des exigences sur les capacités et des exigences évolutives, ça veut dire qu'on va demander plus à des coopératives expérimentées que des jeunes coopératives, principalement en termes de gouvernance, en termes de capacité de gestion et de capacité technique. Le respect des standards, il induit aussi une bonne gouvernance et un circuit d'information interne qui soit efficace. Sans cela, ce n'est pas possible. Les systèmes de contrôle interne de la traçabilité, idem, ils sont fonctionnels que si les instances de gestion sont opérationnelles. On ne peut pas verser des différentiels de prix sans avoir des capacités de gestion qui soient avérées. On ne peut pas gérer la prime non plus sans
impliquer les membres à la base et sans établir de planification sur les utilisations de la prime, notamment pour la réalisation d'infrastructures. Et les deux derniers points, les études d'impact qui ont été menées, notamment l'étude d'impact qu'a évoqué Manon, menée par le CIRAD, montrent que les coopératives certifiées bénéficient vraiment davantage d'appui technique, de programmes de formation et de facilité d'accès aux intrants par rapport aux coopératives conventionnelles. Et enfin, sur le plan environnemental, il existe de plus en plus d'exigences au niveau des différents labels du commerce équitable, en lien avec la transition agroécologique. Si je suis Fairtrade sur les derniers standards en préparation pour le cacao, on voit que Fairtrade s'aligne sur les différentes initiatives menées au niveau national, notamment par le Ghana et la Côte d'Ivoire sur le cacao durable, et donc introduisent plus d'exigences sur tout ce qui est agroforesterie et techniques agroécologiques. Donc répondre, et je conclue là-dessus, répondre aux besoins des banques, pour nous, c'est vraiment incontournable pour ça, de professionnaliser les coopératives. Pour professionnaliser les coopératives, il faut vraiment travailler sur ces 4 domaines de compétences afin que les coopératives acquièrent les capacités que j'ai évoquées rapidement. Et pour cela, un outil essentiel, c'est le commerce équitable. Et au-delà de ça, au-delà de l'ambition commerciale du commerce équitable, il faut souligner que, et c'est un objectif important au niveau du commerce équitable, il faut souligner que le renforcement des capacités fait de ces organisations de producteurs aussi des acteurs du développement local, quand elles ont des capacités renforcées. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi un objectif du commerce équitable. On a tendance à un peu le mettre de côté de plus en plus, mais le commerce équitable, c'est pas seulement axé sur le commerce, bien évidemment. On parle souvent de la prime et des prix minimums qui sont offerts aux organisations certifiées, mais c'est aussi des projets de renforcement à travers la mise en œuvre de projets commerciaux pour que les organisations soient mieux reconnues et plus impliquées dans les processus de développement local. Voilà, je ne pense pas avoir dépassé le temps qui était attribué aux autres intervenants. Et si c'est le cas, je suis désolé, mais voilà, j'ai terminé et je vous laisse la parole. Merci, M. Christophe. On peut lui témoigner notre reconnaissance, s'il vous plaît.